toutes et à tous, bienvenue sur Optimum pour une vidéo consacrée à l'un des modèles les plus enseignés en macroéconomie, le modèle de Higgs-Hansen, communément appelé ISLM. ISLM, c'est le nom de deux courbes qui fondent ce modèle et on va s'attarder dans cette vidéo sur la courbe IS pour Investment Saving, donc la courbe qui met en relation, comme son nom l'indique, l'investissement et l'épargne. Alors, le modèle ISLM a commencé à être développé un an après la publication de la théorie générale de Keynes par l'économiste John Hicks, qui tente à l'époque de traduire les principales idées de Keynes dans un modèle formalisé qui est par la suite retravaillé par Alvin Hansen notamment. Donc, pour construire le modèle, les deux économistes ont en réalité opéré une synthèse entre les idées de Keynes et certaines notions classiques pour expliquer le comportement de l'économie à court terme, c'est-à-dire une économie où le stock de capital est fixe, ce qui fait que pour toute augmentation du revenu national, le taux de chômage diminue. Leur modèle est fondé sur l'hypothèse de rigidité des prix à court terme dans une économie fermée, donc sans échanges internationaux. Sous ces hypothèses, le modèle permet de mettre en avant trois équilibres macroéconomiques simultanés sur le marché des biens et services, sur le marché monétaire et sur le marché des titres. Et la courbe IS synthétise essentiellement l'équilibre sur le marché des biens et des services. Pour la construire, on va d'abord s'intéresser donc à l'offre sur ce marché. À vrai dire, ce modèle inspiré de Keynes se focalise davantage sur la demande plutôt que sur l'offre pour expliquer la croissance, en opposition à la traditionnelle loi des débouchés de Say, selon laquelle l'offre génère sa propre demande. Mais voyons quand même quelques faits très généraux sur l'offre sur le marché des biens et services. Alors d'abord, l'offre est contrainte par la quantité de facteurs de production disponibles, c'est-à-dire les inputs nécessaires dans la production de ces biens et services. On en distingue généralement deux, le capital et le travail, qui sont utilisés conjointement. Et c'est la fonction de production qui nous indique comment ces facteurs sont transformés en production. On la note FKL dans notre modèle à deux facteurs, et la plus courante pour décrire nos économies modernes est la fonction dite Cobb-Douglas, qui rend compte du rôle de la technologie avec le paramètre A, et de la part respective des facteurs mobilisés dans la production avec le paramètre alpha, donc alpha qui rend compte de la part du capital dans la production et 1 moins alpha qui rend compte de la part du travail. Donc on n'ira pas plus loin pour l'offre sur ce marché, mais on va davantage s'intéresser à la demande. En économie fermée, on distingue plusieurs composantes de la demande. La première, c'est la consommation, donc celle qui provient des ménages essentiellement, qui demandent des biens et des services pour assouvir des besoins ou des désirs. Cette consommation, elle dépend à la fois du revenu des ménages, noté Y, mais aussi du niveau d'impôt fixé par les pouvoirs publics, noté T, et donc en définitive de leur revenu disponible, noté Y indice D. De manière formalisée, on le note de la sorte. Le revenu disponible est égal au revenu perçu par les ménages, qui est lui-même composé de revenus du capital, de revenus du travail et parfois de revenus de transfert, donc de transferts sociaux, le tout moins les impôts. La consommation, c'est donc une fonction du revenu disponible, que l'on note de la sorte, f de y moins t, mais il nous faut préciser notre équation puisque le revenu disponible génère à la fois de la consommation et de l'épargne. Donc pour ce qui est de la consommation, on peut établir cette équation. On représente la consommation autonome, C indice 0, qui elle est stable quel que soit le niveau de revenu, et la consommation induite, qui elle, au contraire, dépend du niveau de revenu. C1 représente ainsi la propension marginale à consommer, c'est-à-dire la part du revenu supplémentaire dédié à la consommation. Cette propension marginale à consommer est strictement positive et elle est comprise entre 0 et 1. Au final, on en déduit que toute variation de la consommation dépend de l'évolution de la consommation induite, qui elle-même dépend de la variation du revenu disponible. On peut donc préciser encore notre équation en développant le revenu disponible de la sorte, donc en faisant apparaître y moins t. Dès lors, on peut tracer la fonction de consommation sur ce graphique. On indique la consommation autonome C0 et on trace la droite de consommation qui est croissante en raison du signe positif de la proportion marginale à consommer. Donc cela nous ramène à la loi psychologique fondamentale de Keynes, selon laquelle toute hausse du revenu disponible engendre une hausse de la consommation moins que proportionnelle. Mais une partie du revenu disponible est dédiée à l'épargne privée qui, dans notre modèle, est résiduelle. C'est donc le revenu disponible moins la consommation, donc le revenu moins les taxes, moins la consommation.
Alors l'investissement est une autre composante de la demande. Il provient des entreprises qui souhaitent développer leur appareil productif ou des ménages qui achètent de l'immobilier ou des biens durables. Et il dépend à la fois du revenu national Y et du taux d'intérêt réel qui sont deux déterminants qui n'agissent pas dans le même sens. En effet, l'investissement est une fonction décroissante du taux d'intérêt qui représente le coût de l'emprunt. Donc plus le taux d'intérêt réel est élevé, moins il y a d'investissement. Et le niveau de revenu national est également important puisque plus il va y avoir de la croissance, plus la demande d'investissement risque d'être élevée pour augmenter les capacités de production et ainsi faire face à la demande croissante. Au final, on note donc la fonction d'investissement ainsi, donc I est égal F de IR Y. On établit l'équation de comportement suivante avec I indice 0, l'investissement autonome, alpha Y, l'investissement qui dépend du revenu, et bêta I indice R qui représente l'investissement qui dépend du taux d'intérêt. Enfin, la dernière composante de la demande en économie fermée, c'est les dépenses publiques, notées G. Donc ici, on n'a pas grand-chose à préciser, si ce n'est que les impôts moins les dépenses représentent l'épargne publique. Et donc, si le résultat est négatif, alors il y a un déficit budgétaire, c'est-à-dire qu'il y a eu plus de dépenses que d'impôts. S'il est positif, alors il y a excédent puisqu'il y a eu plus d'impôts que de dépenses. Et enfin, si il est égal à zéro, alors il y a un équilibre budgétaire. Alors maintenant qu'on a déterminé les composantes de la demande globale et de l'offre sur le marché des biens et services, on peut déterminer de manière comptable l'équilibre macroéconomique keynésien. Alors pour qu'il y ait équilibre, il faut naturellement que l'offre, donc la production, soit égale à la demande, ce qui revient à dire que la production est égale à la consommation. Donc ici, j'ai développé l'équation de la consommation, plus l'investissement, plus les dépenses publiques. Et donc pour simplifier, on va supposer que l'investissement, les dépenses publiques et le niveau d'impôt sont exogènes et donc sont fixés. Alors pour résoudre l'équation, notre but c'est d'isoler y. Donc on retranche moins C1y des deux côtés. Puis à gauche, on factorise par y. Et enfin, on se débarrasse de 1 moins C1 en divisant des deux côtés de l'équation par 1 moins C1 et on obtient ainsi l'équilibre macroéconomique de court terme du marché des biens et des services. On peut ici distinguer deux parties dans cette équation. La première, c'est le multiplicateur de Keynes, donc 1 sur 1 moins C1, souvent noté petit k, que l'on verra un petit peu plus tard dans cette vidéo, et la dépense autonome qui ne dépend pas, donc, comme son nom l'indique, du revenu. Alors, on peut déterminer cet équilibre macroéconomique graphiquement au travers du modèle à 45 degrés, qu'on appelle souvent aussi croix keynésienne, qui met en relation production et demande globale. Alors, pour tracer le graphique, il faut distinguer deux types de dépenses. D'abord, la dépense prévue qui, elle, correspond aux dépenses que les agents désirent ou prévoient de réaliser. Et d'un autre côté, la dépense effective qui est la dépense réalisée, soit la dépense qui est égale à la production. Cette dépense effective est donc représentée par une droite à 45 degrés qui indique donc toutes les combinaisons où la demande égale la production. La dépense prévue correspond quant à elle à la demande globale. Donc à l'origine, on retrouve la dépense autonome qui ne dépend pas du niveau de revenu et on peut ensuite tracer la droite de la sorte et on peut ainsi déterminer le revenu d'équilibre à l'intersection des deux droites. Alors comment parvient-on à cet équilibre? Eh bien l'ajustement ici ne se fait pas par les prix puisqu'ils sont fixes à court terme dans notre modèle, mais par les stocks. Autrement dit, si les dépenses prévues sont supérieures à la dépense effective, alors les entreprises voient leur stock diminuer et donc augmentent leur production pour arriver à l'équilibre. Tandis que si les dépenses prévues sont inférieures à la dépense effective, alors les entreprises voient leur stock s'accumuler et donc réduisent leur production jusqu'à l'équilibre. On peut désormais étudier comment fluctue le revenu national. Le revenu d'équilibre fluctue avec les modifications de la demande globale, via la politique budgétaire par exemple, avec une modification de l'impôt ou des dépenses publiques, ou la modification de l'investissement par exemple. Alors, on va se concentrer ici sur la politique budgétaire expansionniste, puisqu'elle met en lumière le célèbre effet multiplicateur qui montre comment une hausse de la dépense autonome engendre une augmentation plus que proportionnelle du revenu. Pour l'illustrer, on va prendre deux exemples. Prenons d'abord le multiplicateur des dépenses publiques, donc 1 sur 1 moins C1 variation de G. Donc prenons un exemple numérique. Si les dépenses publiques augmentent de 100 euros
et que la propension marginale à épargner vaut 0,8. Alors le multiplicateur vaut 1 sur 1 moins 0,8, soit 5. Donc on en déduit la valeur du revenu supplémentaire engendré par la dépense publique de 100 euros. Donc 5 fois 100 égale 500 euros. On peut représenter cette dynamique sur notre graphique via un déplacement de la courbe de dépenses prévues vers le haut, qui a pour effet l'émergence d'un nouvel équilibre macroéconomique à court terme, caractérisé par un revenu supérieur au précédent. On peut aussi considérer le multiplicateur fiscal. Donc en réorganisant les termes, on retrouve le multiplicateur moins C sur 1 moins C. Et si on reprend les mêmes chiffres que notre exemple précédent, donc une propension de 0,8 et une diminution des impôts de 100 euros, alors le multiplicateur vaut moins 0,8 sur 1 moins 0,8, ce qui vaut moins 4. Et donc le revenu supplémentaire ainsi généré par cette baisse d'impôt est de 400 euros, donc moins 4 fois moins 100. Alors vous l'aurez compris, cet effet multiplicateur est très intéressant du point de vue des politiques économiques, mais plusieurs conditions doivent être réunies pour qu'il soit efficace. D'abord, il faut que l'économie soit dans une situation de sous-emploi généralisé, c'est-à-dire que l'équilibre admet du chômage involontaire lié à une insuffisance de la demande globale. Il faut également que l'économie soit peu ouverte pour éviter les fuites, c'est-à-dire qu'une politique expansionniste pourrait financer la relance d'entreprises étrangères si les individus consommaient des produits importés. Et enfin, il faut que la propension marginale à consommer soit plutôt importante pour que le mécanisme soit efficace. On a donc jusque-là réussi à déterminer l'équilibre macroéconomique keynésien. On a admis que l'investissement était fixe. Or, c'est une hypothèse trop simplificatrice, donc on va maintenant l'intégrer dans notre modèle via sa relation avec l'épargne. Pour simplifier un peu, on suppose que l'investissement dépend essentiellement du taux d'intérêt réel. Alors déterminons d'abord la relation entre épargne et investissement. On a vu que l'investissement privé équivalait au revenu disponible moins la consommation, soit Y moins T moins C. On sait que par ailleurs Y est égal C plus I plus G, donc on injecte l'expression de Y dans notre équation. On se retrouve donc avec C moins C, donc on peut simplifier. On isole ensuite l'investissement en déplaçant G et T à gauche. Or, T moins G, c'est l'épargne publique. Donc on en déduit facilement que l'épargne égale l'investissement. Cet équilibre, on le retrouve graphiquement à travers la modélisation du marché des fonds prêtables où l'offre provient des épargnants et la demande des investisseurs. Et l'ajustement ici se fait via le taux d'intérêt réel. Donc on représente dans notre graphique la relation entre investissement et taux d'intérêt réel qu'on a vu précédemment. Et on indique le niveau d'épargne qui est fixe. Et donc on retrouve le taux d'intérêt réel d'équilibre. Alors ces niveaux d'investissement et d'épargne sont toutefois influencés par la politique budgétaire. Donc prenons l'exemple d'une hausse des dépenses publiques financées par l'emprunt. Cet investissement public peut engendrer un effet d'éviction qui se traduit en deux effets. Un effet prix d'abord lié à la raréfaction de l'épargne nationale, d'où la hausse de son coût via la hausse du taux d'intérêt. Et un effet volume lié à l'éviction de l'investissement privé en faveur du financement d'une hausse des dépenses publiques qui est plus sûre puisque garantie par l'État. Donc graphiquement, cet effet se traduit donc par un déplacement vers la gauche du niveau d'épargne et donc une hausse du taux d'intérêt réel. Cet effet se retrouve de manière similaire avec la réduction de l'impôt qui a pour effet d'augmenter le revenu disponible des ménages et donc leur consommation au détriment de l'épargne. Alors la demande d'investissement des agents peut également augmenter en raison d'apparition d'innovations technologiques ou la mise en place de mécanismes incitatifs par l'État. Donc cela se traduit graphiquement par un déplacement vers la droite de la courbe d'investissement. Et donc pour un niveau d'épargne fixe, l'ajustement se fait sur le coût de l'investissement via une augmentation du taux d'intérêt réel. Sauf si l'épargne est elle-même une fonction du taux d'intérêt réel. Donc plus le taux d'intérêt est élevé en effet, plus il est rationnel pour les individus d'épargner, parce que cela devient plus rentable de le faire. Et donc, la courbe d'épargne est une fonction croissante du taux d'intérêt dans ce cas-là. Donc, dans notre exemple, si la demande d'investissement augmente, alors il y a plus d'épargne, donc plus d'investissement, mais avec un taux d'intérêt réel qui a néanmoins augmenté. Alors, si on fait un petit bilan, on a donc déterminé l'équilibre keynésien sur le marché des biens et services à court terme,
et on a étudié la relation entre l'investissement et l'épargne. On peut donc désormais construire la courbe IS qui exprime l'ensemble des combinaisons revenus taux d'intérêt réel qui sont compatibles avec l'équilibre sur le marché des biens et des services. C'est une courbe décroissante naturellement puisque plus le taux d'intérêt réel va être élevé, plus la demande globale va être réduite via une baisse de l'investissement notamment, et donc plus la production va diminuer. On peut pour terminer étudier quelles sont les modifications qui peuvent intervenir sur la courbe IS. Considérons d'abord l'impact d'une variation du taux d'intérêt. Si on augmente le taux d'intérêt sur le marché des fonds prêtables, alors l'investissement diminue. Si l'investissement diminue, alors la demande globale diminue également. Et donc la courbe de dépenses prévue se déplace vers le bas. Et donc le niveau de production est plus faible. Il y a un déplacement sur la courbe IS. Et c'est naturellement le mécanisme inverse si le taux d'intérêt réel diminue. C'est-à-dire que l'investissement va augmenter, donc la demande globale va être plus forte, d'où un déplacement de la courbe de demande prévue vers le haut, ce qui va engendrer une augmentation de la production et donc sur la courbe IS également un déplacement sur la courbe. Alors qu'en est-il si l'on modifie la politique budgétaire? Alors la courbe IS est stabilisée quand la politique budgétaire est déterminée. Donc si cette dernière est modifiée, alors IS se déplace. Dans le cas d'une politique budgétaire expansionniste, donc hausse des dépenses publiques et ou baisse des impôts, alors la courbe de dépenses prévue se déplace vers le haut et on a un nouvel équilibre caractérisé par un plus haut revenu. Cela a pour conséquence un déplacement de la courbe IS vers le haut et dans notre illustration le taux d'intérêt reste inchangé mais nous verrons après avoir construit la courbe LM et donc avoir vu l'équilibre sur le marché monétaire que lui aussi varie en raison d'une modification de la demande de monnaie sur le marché monétaire. Et donc, c'est le mécanisme inverse dans le cas d'une politique budgétaire restrictive. La demande globale est réduite et sa courbe se déplace donc vers le bas, d'où un déplacement vers le bas de la courbe IS qui traduit un revenu d'équilibre plus faible. Alors pour résumer, nous avons vu dans cette vidéo comment construire la courbe IS. Pour ce faire, nous avons étudié l'équilibre macroéconomique de court terme sur le marché des biens et services, qui est influencé donc par la demande globale. Et nous avons également vu l'égalité entre investissement et épargne et leur ajustement par le taux d'intérêt réel. Il nous faut donc maintenant construire la courbe LM qui synthétise l'équilibre sur le marché monétaire, ce que nous verrons dans une prochaine vidéo. Merci pour votre écoute et à bientôt.